Imaginez que vous vous tenez dans une salle de bal dorée, remplie des personnes les plus influentes du monde des géants politiques, des magnats de l'industrie, des icônes culturelles. Les lustres scintillent comme des étoiles capturées. Les conversations brillent d'ambition. Vous remarquez un schéma. Certains individus évoluent avec grâce, cherchant à collaborer et à respecter les limites. D'autres rôdent dans la pièce comme des lions, forgeant des alliances d'une main tout en réduisant au silence leurs concurrents de l'autre. Et ce sont précisément ces figures impitoyables, celles qui ne reculent pas devant l'idée de plier les règles qui semblent dominer la scène. Vous ne pouvez vous empêcher de vous demander « Pourquoi ? Pourquoi ceux qui ignorent la décence commune parviennent-ils si souvent au sommet, tandis que les bienveillants, les justes, les empathiques restent en marge ?» On grandit en écoutant des fables rassurantes qui promettent que la vertu est toujours récompensée et que le travail acharné finit forcément par payer. On apprend à croire que l'arc moral de l'univers penche irrésistiblement vers la justice. Et pourtant, à l'âge adulte, on se heurte à une contradiction brutale. Bien trop souvent, ce ne sont pas les plus honnêtes qui se retrouvent couverts de richesses, ni les plus bienveillants qui dirigent des nations entières. L'histoire est jonchée d'exemples de conquérants impériaux dont les routes vers le pouvoir furent pavées de sang, et les manchettes contemporaines mettent régulièrement en lumière des dirigeants qui placent le profit au-dessus des principes. Ces individus ne semblent que rarement subir les conséquences immédiates de leurs compromis moraux. Au contraire, ils sont fréquemment applaudis pour leur ambition implacable et récompensés par le pouvoir, l'argent et la célébrité. Pour beaucoup d'entre nous, cela est profondément déstabilisant. Cela ressemble à une faille dans notre sens moral du fonctionnement du monde. Comment un comportement immoral peut-il être récompensé plutôt que puni? Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche nous inviterait sans doute à abandonner l'idée selon laquelle la moralité serait un tableau d'affichage cosmique où les bonnes et mauvaises actions seraient comptabilisées pour équilibrer la chose. Pour Nietzsche, la morale n'est pas une vérité absolue descendue du ciel. Elle est façonnée par les luttes de pouvoir, les hasards de l'histoire et les besoins changeants des cultures. Vue sous cet angle, la réussite des individus impitoyables n'est plus si mystérieuse. Elle devient l'issue prévisible de ceux qui savent exploiter pleinement le pouvoir et ignorer les codes moraux que le reste d'entre nous considère comme sacrés. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve l'idée que ce que nous percevons souvent comme une structure morale unifiée est en réalité un affrontement entre deux systèmes de valeurs distincts, ce qu'il appelait la morale des maîtres et la morale des esclaves. Selon lui, la morale des maîtres trouve ses racines chez les forts, les conquérants, les aristocrates des temps anciens. Elle valorise des qualités telles que l'audace, la décision et la puissance personnelle. Ceux qui suivent cette morale ne cherchent ni l'approbation de la société, ni l'autorisation des institutions. Ils créent leurs propres normes, définissant le bien comme tout ce qui affirme la vie, l'ambition et le plus haut potentiel du moi. Le mal, en revanche, est tout ce qui entrave cette réalisation de soi. À l'opposé se trouve la morale des esclaves. Ce système émerge principalement chez les opprimés, les impuissants, la majorité qui ne peut pas simplement imposer sa volonté par la force. La morale des esclaves érige en vertu cardinale l'humilité, l'empathie et l'obéissance. Elle naît, en partie, du ressentiment, transformant les triomphes des puissants en exemples de mal et élevant les humbles et les dociles au rang de figures morales vertueuses. Nietzsche ne déclarait pas qu'un système était universellement juste ou faux. Il remettait plutôt en question l'idée que le code moral, auquel nous sommes généralement éduqués, celui qui nous enseigne d'être toujours gentil, de coopérer et d'attendre patiemment une récompense méritée soit réellement neutre ou absolue. Il soulignait que cette morale s'était développée du point de vue de ceux qui n'avaient pas de pouvoir et qu'elle était conçue pour restreindre ceux qui pourraient s'emparer des opportunités sans se soucier des règles établies. Lorsque nous voyons des PDG sans scrupules gravir les échelons de l'entreprise à une vitesse fulgurante, ou des politiciens rusés évincer des rivaux honorables, nous assistons peu,
être à l'expression consciente ou non de la morale des maîtres. Plutôt que de rechercher l'approbation ou d'attendre que le système les récompense pour leurs bonnes intentions, ils saisissent les opportunités dès qu'elles se présentent. Leur sens du bien et du mal est façonné par leur propre désir d'accomplissement. Si quelque chose affirme leur ambition, ils le considèrent comme bien. Si cela entrave leurs objectifs, ils le rejettent comme mal, indépendamment du consensus social plus large. Cette perspective philosophique ne se limite pas au monde académique. L'ascension de Jules César dans la Rome antique illustre parfaitement le cadre théorique de Nietzsche. César était indéniablement brillant, un chef qui a radicalement modifié le cours de Rome et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire occidentale. Pourtant, il a aussi manipulé les structures politiques, contourné les conventions et placé son ambition personnelle au-dessus du bien collectif. On retrouve des schémas similaires chez certains titans de l'industrie moderne qui franchissent les lignes éthiques ou exploitent des failles juridiques. Ils privilégient les gains rapides, souvent par des licenciements massifs, des tactiques commerciales agressives ou des accords en coulisses, puis présentent leurs profits fulgurants comme des preuves de leur génie visionnaire. Pendant ce temps, les gens ordinaires qui respectent les règles restent désabusés. Le même scénario se répète chez des hommes forts de la politique qui éblouissent leur électorat avec des démonstrations de grandeur, pour ensuite gouverner par l'intimidation, la propagande et la force. Chacune de ces histoires met en lumière l'efficacité d'une ambition débridée dans un monde impitoyablement compétitif. La philosophie plus vaste de Nietzsche comprend également le concept de volonté de puissance, qu'il considérait comme la force fondamentale animant toute forme de vie. C'est cette force qui pousse un gland à devenir chêne, qui inspire un artiste à créer un chef-d'œuvre ou qui incite un révolutionnaire à renverser un régime corrompu. Loin d'être purement maléfique, la volonté de puissance est une impulsion neutre, affirmatrice de vie, qui peut mener à des réalisations grandioses lorsqu'elle est canalisée de manière constructive ou à une destruction catastrophique lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Les individus qualifiés de pires, selon les normes morales conventionnelles, embrassent souvent leur volonté de puissance de manière brute et directe. Ils agissent avec décision et persistance, cherchant à assurer leur propre avantage sans s'arrêter aux considérations éthiques. À l'inverse, ceux façonnés par les codes moraux traditionnels peuvent réprimer ou détourner leur volonté de puissance, la percevant comme trop agressive ou égoïste. Cette différence dans la manière de gérer notre élan intérieur peut expliquer pourquoi certains semblent avancer à toute allure, propulsés par leur audace sans retenue, tandis que des âmes plus bienveillantes s'entravent elles-mêmes avec leur introspection et leur souci des autres. Pourtant, l'histoire montre que les triomphes à court terme de ces acteurs plus impitoyables peuvent déboucher sur des désastres à long terme. L'ascension fulgurante de Jules César s'est achevée dans l'assassinat. Des magnats ayant bâti des fortunes sur des pratiques douteuses ont été déchus, discrédités, voire emprisonnés une fois leurs manœuvres exposées au grand jour. Des tyrans ayant tenu leur nation d'une main de fer pendant des années ont souvent été renversés violemment lorsque les opprimés se sont enfin soulevés avec fureur. Le pouvoir fondé sur l'exploitation d'autrui est généralement fragile. Sous la conformité imposée couve le ressentiment, et les alliés autrefois soumis ou manipulés peuvent se retourner en ennemis au moindre changement de contexte. Les dirigeants qui règnent par la peur vivent dans une paranoïa constante, sachant qu'aucune loyauté véritable n'existe dans une culture fondée sur l'intimidation. Fait intéressant, Nietzsche n'a jamais glorifié les tyrans comme les héros de l'humanité. Ce qu'il a fait, c'est remettre en question les fondements mêmes des enseignements moraux de la société. Il proposait que de nombreux codes moraux largement acceptés aient été inventés par les impuissants dans une tentative de supporter et d'expliquer leur propre soumission, un effort qui a placé l'humilité et la douceur sur un piédestal moral, tout en diabolisant la force motrice à l'origine des réalisations extraordinaires. En qualifiant le désir de puissance de mal en soi,
Ces systèmes ont paradoxalement permis aux puissants de continuer à dominer sans opposition. Ceux qui auraient pu aspirer à la grandeur ont souvent choisi la passivité, espérant que leur bonté finirait par être récompensée. Nietzsche considérait la morale comme un phénomène fluide, évoluant au fil des époques et des contextes culturels. Il nous invitait à envisager que les gens bienveillants et justes ne gravissent pas automatiquement les échelons sociaux, tout simplement parce qu'il n'existe aucun mécanisme cosmique garantissant un tel résultat. Les croyances morales de la société, à ses yeux, ne sont être qu'un ensemble de récits que nous nous racontons pour nous rassurer. Lorsqu'on réduit l'existence à sa lutte fondamentale, on constate que ceux qui mobilisent agressivement leur volonté de puissance réussissent souvent, que nous estimions ou non qu'ils le méritent. Et pourtant, la vision d'ensemble de Nietzsche ne constitue en rien une apologie de la cruauté. Au sommet de sa philosophie se tient la figure du surhomme, Übermensch. Ce dernier transcende à la fois l'arrogance du conquérant et le ressentiment de l'opprimé. Au lieu de gaspiller son énergie à écraser autrui ou à accepter passivement son sort, le surhomme trace sa propre voie. Le véritable surhomme se consacre au dépassement de soi, à la transcendance de ses propres limitations, plutôt qu'à la domination des adversaires. Il utilise sa volonté de puissance de manière créative et affirmatrice de la vie, suscitant l'innovation, la transformation et l'enrichissement culturel. Loin de rechercher les applaudissements de la foule ou de trembler face à la désapprobation sociale, le surhomme devient législateur de lui-même, écrivant ses propres règles, fondées sur une vision de l'épanouissement suprême de la vie. Cette idée de canaliser la puissance de manière créative, plutôt que destructrice, offre une alternative essentielle à l'ambition brute de ceux que nous appelons les pires. Les tyrans, après tout, restent dépendants de la soumission des autres. Leur soi-disant grandeur repose sur la peur. À l'inverse, le surhomme, si l'on imagine qu'il traverse ce palais doré, ne serait ni influencé par les flatteries des autres, ni entraîné dans la course à la domination. Sa valeur et son sens du but viendraient de l'intérieur, d'une maîtrise de soi inébranlable qui ne nécessite aucune cruauté. Un tel chemin exige une immense discipline intérieure, car le surhomme doit rester conscient des pièges que sont l'obéissance aveugle d'un côté et la brutalité incontrôlée de l'autre. La psychologie moderne, en complément de la philosophie de Nietzsche, peut nous aider à comprendre pourquoi les individus impitoyables occupent souvent le devant de la scène. Certaines personnes ont une capacité réduite d'empathie. Elles sont moins freinées par des scrupules moraux lorsqu'il s'agit d'exploiter autrui, et elles tolèrent mieux le risque. Dans des environnements compétitifs, ces traits peuvent parfois se traduire directement en succès, du moins à court terme. Certains individus ont un talent pour projeter une aura de confiance et de charisme, ce qui leur permet de passer d'une conquête à l'autre sans être alourdis par la culpabilité. Pendant ce temps, ceux qui se soucient profondément des conséquences de leurs actes peuvent hésiter ou se remettre en question, surtout dans des cultures organisationnelles qui valorisent les résultats immédiats plutôt que la réflexion éthique. Le paradoxe, c'est que le système, tel qu'il est souvent conçu, tend à récompenser les personnalités que nous considérerions autrement comme immorales. La question se pose alors, faut-il abandonner la morale pour prospérer? Nietzsche propose une voie plus complexe, qui suppose une profonde conscience de soi et une lucidité face aux illusions de la morale conventionnelle. Reconnaître ces illusions ne nous oblige pas à devenir sans cœur. Nous pouvons rester compatissants et justes, mais le faire avec les yeux ouverts sur la nature des dynamiques de pouvoir. Être bon ne signifie pas être faible ou naïf. Cela signifie simplement que l'empathie fait partie de notre propre système de valeurs. Nous pouvons nous préparer à la réalité que tout le monde ne partage pas nos scrupules. Nous pouvons apprendre à lire les situations avec stratégie, à identifier les comportements manipulateurs et à nous en protéger sans renoncer à nos principes éthiques. Dans ce processus, nous découvrons que l'ambition n'est pas en soi un mal. L'ambition peut être un élan magnifique et créatif, le véritable pouls de la vie, qui nous pousse à construire,
à innover, à faire émerger de nouvelles possibilités. Nous n'avons pas à en rougir, ni à nous excuser de vouloir laisser une empreinte dans le monde. Si nous réussissons à fusionner cette ambition avec une boussole morale bien construite, une boussole que nous écrivons nous-mêmes, en tenant compte des complexités des relations humaines, nous pourrons mieux naviguer dans les environnements où règne apparemment la brutalité. Cette morale personnelle peut inclure, à l'occasion, une dose de ce qui pourrait ressembler à de la dureté, poser des limites claires, rompre avec des liens toxiques, s'exprimer fermement face à l'injustice. Mais ces actions diffèrent de la cruauté en ce qu'elles protègent ce que nous valorisons, au lieu d'écraser les autres pour nourrir notre ego. Lorsque nous déplaçons la conversation de la simple idée d'être bon vers celle d'agir de manière significative en construisant des communautés, des entreprises ou des systèmes qui élèvent plutôt qu'ils n'exploitent, nous commençons à emprunter un chemin qui résonne avec l'appel de Nietzsche au dépassement de soi. Nous créons plutôt que nous ne conquérons. Nous devenons indispensables non par l'intimidation, mais en apportant quelque chose de véritablement précieux, que ce soit dans nos relations personnelles, nos projets professionnels ou notre influence publique. De telles contributions ont cette capacité singulière de perdurer, bien après que les empires fondés sur la peur et la brutalité se soient effondrés. Pourtant, la route à venir est redoutable. Nietzsche évoquait l'image de se tenir au bord d'un vaste abîme pour illustrer ce moment où l'on quitte le confort familier d'une morale héritée. D'un côté se trouve la croyance rassurante, mais souvent étouffante, selon laquelle, si nous suivons simplement les règles du bien, l'univers finira par nous récompenser. De l'autre, s'ouvre un espace vertigineux de possibilités et de dangers. Sauter dans ce vide exige de renoncer aux illusions naïves, tout en résistant à la tentation de devenir nous-mêmes impitoyables. C'est une transformation existentielle qui demande de définir notre propre but moral, sans se contenter de rejeter la morale existante simplement par esprit de rébellion. Une fois que nous comprenons que le monde n'est pas structuré pour récompenser automatiquement la bonté, deux choix s'offrent à nous: sombrer dans le cynisme ou faire de cette révélation un catalyseur de croissance. Nietzsche, provocateur comme toujours, voulait que nous choisissions la croissance. Il voulait que nous observions le pouvoir, que nous réalisions qu'il peut être utilisé de 1000 façons et que nous refusions d'être les pions d'un jeu truqué par ceux qui accaparent le pouvoir pour eux-mêmes. Dans le même temps, il n'existe aucune garantie que la vertu l'emportera. Nous pouvons vivre avec intégrité et tout de même essuyer des revers causés par des individus moins scrupuleux. Pourtant, si nous mesurons notre récompense à l'aune de l'authenticité et de l'impact de nos actions, plutôt qu'en fonction de trophées éphémères, nous pourrions découvrir une forme de réussite plus profonde que celle qu'aucune manœuvre rusée ne pourra jamais offrir. Cela nous ramène à la question initiale. Pourquoi les individus immoraux ou impitoyables réussissent-ils si souvent? Parce qu'ils mobilisent leur ambition sans se laisser freiner par les codes moraux conventionnels, et qu'ils ont compris qu'aucune main invisible ne garantit une équité éthique dans les compétitions de la vie. Reconnaître cette vérité peut être bouleversant, surtout pour ceux qui s'accrochent à l'idée que la bonté, à elle seule, devrait assurer le succès. Et pourtant, il existe une forme de libération dans le fait de voir le monde tel qu'il est, plutôt que tel que nous voudrions qu'il soit. Une fois que nous avons renoncé à l'illusion réconfortante que notre gentillesse nous sauvera, nous pouvons engager plus directement notre propre capacité à exercer le pouvoir, en choisissant de l'utiliser d'une manière qui soit en accord avec une finalité que nous avons définie nous-mêmes et non reçue en héritage. Bien sûr, accéder à cette clarté comporte ses propres risques. Nietzsche n'a jamais peint une image idyllique d'une utopie. Il nous invitait plutôt à tester nos forces, à résister au cynisme et à façonner des vies qui soient l'expression authentique de notre potentiel. Cela implique de concevoir un cadre éthique personnel, résilient, suffisamment robuste pour résister à ceux qui agissent par ambition brute. Cela signifie équilibrer l'affirmation de soi avec l'empathie, la pensée stratégique avec la compassion,
et l'ambition avec un engagement envers quelque chose de plus grand que l'intérêt personnel. Si vous avez déjà vu une personne réellement intègre être mise de côté pendant qu'une autre, moins scrupuleuse, accédait au sommet, alors vous avez rencontré cette tension fondamentale que Nietzsche soulignait dans sa critique de la morale conventionnelle. Pourtant, il existe une voie médiane, une troisième voie, qui ne demande pas d'abandonner nos principes moraux, mais qui exige une conscience plus profonde des dynamiques de pouvoir. Réfléchissez aux croyances morales que vous portez. Sont-elles véritablement vôtres, ou les avez-vous absorbées sans remise en question à partir des normes sociales? Réappropriez-vous votre ambition en la reconnaissant comme une force fondamentale capable de mener à des réalisations extraordinaires. Restez vigilant face à ceux qui manipulent sans remords, mais ne laissez pas leur méthode vous enfermer dans l'impuissance. Cultivez plutôt votre propre force, construisez des communautés authentiques et réalisez des projets qui durent, des initiatives qui ne doivent rien à la peur, mais tout à une vision partagée et à une collaboration guidée par le sens. Dans ce processus, vous rencontrerez sans doute des échecs. Des concurrents peu éthiques vous devanceront peu, être à court terme. Mais sur le long arc de l'histoire, ce sont souvent ceux qui bâtissent avec authenticité qui laissent les empreintes les plus durables. Quand les tyrans tombent, leur structure de pouvoir se désagrège en poussière, tandis que l'œuvre des esprits créatifs continue d'inspirer les générations futures. Les pires parmi nous révèlent une vérité brutale sur la nature humaine et le pouvoir, mais cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à en être les victimes. Les mots de Nietzsche nous appellent à devenir quelque chose de plus, des individus prêts à redéfinir la morale par eux-mêmes et à mettre leur volonté de puissance en action d'une manière qui ne trahit pas leur conscience. Alors, lorsque vous observez cette salle de bal dorée autour de vous, demandez-vous si vous souhaitez rôder tel un lion, imposant votre passage par l'intimidation, ou danser avec grâce, en forgeant des liens avec un esprit lucide et un cœur ardent. Le choix n'est pas binaire. Vous n'avez pas à être prédateur ou proie. Vous pouvez cultiver une présence intrépide qui ne fuit pas les conflits, mais ne les recherche pas non plus par ego. Armé de la connaissance de soi, de la compréhension du pouvoir et d'un engagement à tracer votre propre voie, vous devenez l'architecte de votre destin plutôt qu'un simple spectateur. Merci d'avoir regardé et de m'avoir accompagné dans cette exploration philosophique. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces idées, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la décence passe, si souvent inaperçue quand la ruse triomphe, sachez que votre bonté n'a pas à être un handicap. Partagez ce message avec ceux qui ressentent la même désillusion. Et abonnez-vous pour d'autres plongées dans la philosophie, la psychologie et les réalités de notre condition humaine. Ensemble, apprenons à naviguer dans un monde qui peut récompenser les impitoyables, mais qui offre encore un espace profond à ceux qui ont le courage d'utiliser leur pouvoir au service d'une vision plus créative et affirmatrice de la vie. En entrant dans cet espace avec courage, nous faisons un pas essentiel pour transcender les limites des anciennes morales et forger un mode de vie qui n'est ni naïf ni cruel, mais véritablement le nôtre.